Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal sur Télé Libre. Cinq ans après la tragédie du port de Beyrouth, un nouveau rebondissement dans l'affaire. L'enquête en Bulgarie et la justice a confirmé l'arrestation d'Igor Gretchouskine, un homme d'affaires russo-chypriote âgé de 48 ans. Il a été interpellé le 5 septembre à l'aéroport de Sofia. Gretchouskine est désigné par les autorités libanaises comme le propriétaire du navire Rhésus, le bateau qui transportait le nitrate d'ammonium à l'origine de l'explosion du port. Il est placé en détention pour une durée maximale de 40 jours par une décision de justice rendue le 7 septembre, conformément au appel. Le Liban a été officiellement notifié de l'arrestation en Bulgarie d'Igor Gretchouskine, propriétaire du navire Rhésus, lié à l'explosion du port en 2020. La justice libanaise prépare une demande d'extradition, mais le processus reste incertain en l'absence d'accord judiciaire avec Sofia et face au risque que Moscou réclame son ressortissant. Rappelons que la déflagration avait fait plus de 200 morts et causé une destruction immense dans la capitale libanaise. L'armée israélienne lance une offensive terrestre majeure à Gazaville. La ville a été frappée par des violents bombardements israéliens. Des dizaines de maisons ont été touchées et les secours parlent déjà d'un massacre majeur, au moment où le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, poursuit sa tournée régionale après sa visite à Jérusalem. Des frappes massives et continues ont secoué la ville de Gaza. Selon plusieurs témoins, un bloc résidentiel a été entièrement rasé, laissant derrière lui un champ de ruines et des cris sous les décombres. Le porte-parole de la défense civile de Gaza évoque un massacre majeur. Le nombre de morts et de blessés ne cesse de grimper alors que les opérations de sauvetage se poursuivent dans des conditions extrêmement difficiles. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé devant le tribunal de Tel Aviv le lancement d'une offensive terrestre de grande ampleur à Gaza, présentée comme une étape décisive. L'armée a déclaré cibler l'infrastructure du Hamas et averti les civils que Gaza est désormais une zone de combat dangereuse, les exhortant à fuir vers le sud. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a pour sa part affirmé la détermination d'Israël à poursuivre son offensive dans la bande de Gaza après des frappes nocturnes intenses de l'armée israélienne aux abords et dans la ville de Gaza. Gaza brûle, Tsahal frappe d'une main de fer les infrastructures terroristes et les soldats de Tsahal se battent vaillamment pour créer les conditions nécessaires à la libération des otages et à la défaite du Hamas, a déclaré Katz sur X. Ces bombardements interviennent quelques heures seulement après la visite à Jérusalem du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Rubio a réaffirmé le soutien indéfectible des États-Unis à Israël dans une guerre contre le Hamas. Le secrétaire d'État américain a aussi averti que le Hamas ne disposait que de quelques jours pour accepter un accord de cessez-le-feu. Nous n'avons plus des mois, mais probablement quelques jours et peut-être quelques semaines, a indiqué Rubio. Un message de fermeté adressé depuis la capitale israélienne avant que Marco Rubio ne se rende à Doha, étape clé de sa tournée régionale, où il devrait rencontrer l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani afin de réaffirmer le soutien américain au Qatar après l'attaque israélienne et exhorter Doha à poursuivre son rôle de médiateur pour Gaza. Le déplacement de Rubio dans la région intervient après une attaque israélienne inédite le 9 septembre au Qatar contre des chefs du Hamas. Justement, à Doha, lors du sommet arabo-islamique exceptionnel, les dirigeants arabes et musulmans ont condamné avec la plus grande fermeté les frappes israéliennes sur le Qatar et affiché leur unité autour d'une déclaration commune connue désormais comme la déclaration de Doha. Réunis dans la capitale qatari, les chefs d'État et de gouvernement de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique ont dénoncé l'attaque israélienne du 9 septembre dernier contre un quartier résidentiel de Doha.
Dans un communiqué final, les participants parlent d'une agression flagrante contre la souveraineté du Qatar et au-delà contre l'ensemble du monde arabe et musulman. Le Premier ministre du Qatar a déclaré que nous affirmons notre solidarité absolue avec Gaza. Cet acte est une violation claire du droit international et un danger pour la sécurité régionale. La déclaration appelle la communauté internationale à prendre des mesures concrètes. Sanctions contre Israël, suspension des ventes d'armes, protection immédiate des civils palestiniens et réexamen de l'adhésion d'Israël aux Nations Unies. Les dirigeants mettent aussi en garde contre toute tentative de déplacement forcé des Palestiniens, qualifiée de crime contre l'humanité. Le texte réaffirme l'attachement au principe de deux États sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale d'un État palestinien indépendant. Selon des analystes politiques, ce sommet marque un tournant. Israël est directement accusé de saboter les efforts de médiation et de menacer la stabilité régionale. Les participants ont salué le rôle de médiation du Qatar, mais aussi de l'Égypte et des États-Unis, tout en avertissant attaquer un pays médiateur revient à saboter tout processus de paix. Le sommet a également renouvelé son soutien à la garde hachémite sur les lieux saints de Jérusalem et l'action du roi du Maroc via le comité Al-Quds. Enfin, les regards se tournent désormais vers New York, où une conférence sur la solution à deux États sera coprésidée le 22 septembre par l'Arabie saoudite et la France. Un message d'unité et de fermeté, mais qui pose une question centrale. Cette déclaration de Doha restera-t-elle symbolique? Ou ouvrira-t-elle la voie à des actions concrètes contre Israël dans les instances internationales? Aux États-Unis, le meurtrier de Charlie Kirk, figure proche de Donald Trump, continue de faire réagir. Sa veuve, Erika Kirk, a choisi de vivre un deuil médiatisé et militant. À l'âge de 36 ans, l'ancienne Miss Arizona se place désormais en héritière politique et spirituelle du combat de son mari. Charlie Kirk, le fondateur du mouvement conservateur Turning Point USA, a été assassiné la semaine dernière en pleine réunion publique. Il avait fait de la jeunesse trumpiste son cheval de bataille, prônant patriotisme, foi et valeurs traditionnelles. Sa veuve, Erika, 36 ans, a choisi de transformer sa douleur en combat. Très vite, après la mort de son mari, elle a pris la parole sur les réseaux sociaux, promettant de faire vivre le mouvement qu'il avait bâti. Suivie par plus de 5 millions d'abonnés, elle partage un deuil extrêmement public, image de l'intimité du couple, de la cérémonie funéraire, jusqu'à la dépouille transportée dans l'avion du vice-président américain. Un hommage national se prépare et Donald Trump a confirmé sa présence dimanche en Arizona où une cérémonie aura lieu dans un stade de plus de 60 000 places. Une démonstration de force politique autant qu'un moment de recueillement. Chrétienne, évangélique revendiquée, Erika Kirk prolonge son engagement à travers son podcast spirituel, sa ligne de vêtements religieux et son programme quotidien de lecture de la Bible. Elle assume aujourd'hui d'incarner une Amérique conservatrice, familiale et croyante. Pour elle, ce combat est plus qu'un héritage politique, c'est une mission spirituelle. Nos larmes sont un cri de guerre, a-t-elle déclaré, appelant la jeunesse à rejoindre le mouvement de son mari. Depuis l'annonce de l'assassinat, des millions de dollars de dons ont afflué vers les associations et initiatives liées à Charlie et à Erika Kirk. Preuve que leur cause commune mobilise largement une base fidèle. Plus fort, plus sonore, plus ambitieux, c'est la promesse d'Erika Kirk. Pour elle, le combat de Charlie ne s'arrête pas avec sa mort, au contraire, il prend une nouvelle dimension. Au Casino du Liban, Coco Makmak a électrisé la scène avec un spectacle haut en couleurs, mêlant humour, musique et extravagance. Devant un public conquis, l'artiste a enchaîné performances décalées et numéros comiques, confirmant son statut de vedette du divertissement. Karine Makari, alias Coco Makmak, débarque au théâtre avec Big Time. Après avoir marqué les réseaux sociaux avec ses personnages hauts en couleurs, elle offre aujourd'hui à son public un deuxième spectacle où l'humour sert à briser les tabous.
Rien, ça me fait énormément plaisir. C'est une fierté pour moi que de jouer mon spectacle Big Time pour la première fois au Liban. J'espère que ce ne sera pas la dernière, mais ça a une signification aussi particulière de le jouer au Casino du Liban parce que c'est un théâtre historique. Et c'est une grande fierté pour moi de le jouer ce soir devant mon public et surtout devant ma mère. Inspirée de la vie quotidienne, Coco jongle entre ses multiples personnages, de la mère Makmak protectrice à Raï l'extravagante, pour pointer du doigt les travers de la société, toujours avec légèreté et ironie. Vous me regardez là et vous vous dites sûrement, ya haram, Coco, elle rentre sur une table qui est acquise, le Liban et les Libanais lui manquent. Pas du tout. Non, non, pas du tout. Je suis la preuve vivante qu'on peut quitter le Liban, mais qu'on ne peut pas échapper aux Libanais. J'habite Paris. Et Paris, c'est devenu Beyrouth-sur-Seine. Et je vais te dire la vérité. Toi, je t'aime pas. Mais ta mère, je l'adore. Ne montre-la plus, mais elle, au moins, elle est drôle. On est des génies, il faut le dire, nous, les Libanais. On brille partout. On est des entrepreneurs visionnaires. On a des ingénieurs qui bossent à la NASA. On a des médecins qui peuvent te recoudre des cœurs avec du fil dentaire et ça marche. Mais notre plus grand talent, celui qu'on ne met jamais sur LinkedIn, c'est l'arnaque. Mais pas la petite entourloupe de quartier, hein. Non, nous on est sur l'escroquerie haute couture, la fraude Michelin 3 étoiles. Chez nous l'arnaque, c'est pas un délit, c'est un art. Bonjour Télé Liban, ici c'est Coco Makmak en direct live de Beyrouth où je passe ma dernière journée. Je vous attends tous ce matin pour mon nouveau show Big Time qui aura lieu à Dubaï le 19 septembre. À Dubaï au théâtre Zarbil. Merci beaucoup. Un show en franc-banné, réinventé, plein d'énergie et d'audace qui promet de faire rire et réfléchir. Et enfin, une triste nouvelle. Icône d'Hollywood et figure engagée, Robert Redford s'est éteint à l'âge de 89 ans. L'acteur américain laisse derrière lui une filmographie immense et un héritage culturel qui a marqué plusieurs générations. Robert Redford aura traversé plus de 60 ans de cinéma. Né en 1936, il s'impose dès les années 60 comme l'un des acteurs les plus charismatiques de sa génération. Mais Redford n'était pas seulement acteur. Réalisateur oscarisé avec des gens comme les autres, il était aussi le fondateur du festival de Sundance, véritable tremplin pour le cinéma indépendant. Engagé pour l'environnement, défenseur des causes progressistes, il incarnait une Amérique à la fois libre, prospère et consciente de ses responsabilités. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.